Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien, donc on se retrouve dans cette vidéo, donc nous allons changer un petit peu. La dernière fois on parlait d'électricité, là j'ai décidé nous allons parler un petit peu pneumatique, ça va changer. On va commencer par la fabrication de l'air. Donc l'air est fabriqué souvent par un compresseur, hein, c'est même toujours. Donc les compresseurs, il y a des compresseurs à piston. Donc généralement, bon, si vous en avez un chez vous, probable qu'il soit à piston, bien faut qu'il y ait. Ensuite, il peut y avoir des compresseurs à vis sans fin. Donc nous allons voir un petit peu le compresseur de plus près. Donc là j'ai pris un compresseur plutôt industriel, hein. On n'a pas ça chez nous, hein, généralement, à moins d'avoir une usine à gaz chez soi. Mais bon voilà. Donc voici un compresseur, donc on voit bien le mécanisme industriel typique. Euh, il est relativement lourd parce qu'on voit que pour le déplacer, il y a des emplacements pour pouvoir mettre les fourches d'un chariot élévateur. Voilà, donc voilà. Ensuite, une fois l'air produit, il faut la sécher. Bah oui, parce qu'en fait l'air il peut y avoir de la condensation dedans. Et la condensation dans les circuits, c'est pas tip top dans un vérin par exemple en acier ou dans un circuit. L'eau c'est oxyde assez les. Voilà. Donc il vaut mieux de l'air sec. Donc, pour sécher l'air, nous avons des dispositifs de séchage d'air. Donc c'est un truc à part au compresseur. Donc c'est un sécheur d'air, voilà à quoi ça peut ressembler. Nous avons un peu de tous les tailles en fonction de ce que l'on souhaite avoir. Ensuite, l'air, c'est bien beau tout ça. Mais si on n'a pas de stockage, le compresseur il tourne en continu, puis en cas d'arrêt compresseur pour X raison, bah, nous avons même pas une réserve. C'est bien embêtant. Donc pour cela, nous pouvons ajouter une cuve donc, pour stocker l'air. Ce qui peut permettre au compresseur de souffler un petit peu, donc pas être en production d'air en continu. S'il y a moins de demande d'air, la cuve de stockage elle peut servir pour réguler un petit peu puis que le compresseur il soit pas tout le temps en route. S'il y a un problème, pour expression que le compresseur il arrête un tout petit peu, la cuve elle va pas durer toute la journée, mais je veux dire, s'il y a un léger arrêt du compresseur, il peut y avoir un stockage pour compenser la perte. Voilà. Donc prendre un exemple, le compresseur, ce qui est l'idéal, il fabrique 8 barres. Et dans l'usine, par exemple, tout ce qui est machine, tu sais, il fonctionne à 6 barres. Il y a 2 barres d'écart, ce qui peut permettre, en cas par exemple de fuite ou autre, d'équilibrer et d'éviter d'avoir la perte et puis donc des dérèglements. Si on fonctionne à 6 barres et que ton produit 8 barres, même s'il y a une fuite, bon, ça peut compenser, voilà. C'est un exemple. Ensuite, bon, pour les machines, on n'injecte pas l'air comme ça directement. Il faut ce qu'on appelle un groupe de conditionnement d'air, donc plus couramment appelé FRL. Voilà à quoi cela peut ressembler. Là, nous avons un FRL sans manomètre. On voit le régulateur ici, mais il n'y a pas le manomètre. Généralement, la molette ici, elle peut être là, et nous avons un manomètre ici. Bon, là, il n'y a pas le manomètre, c'est un peu dommage. Donc, pourquoi FRL? Ah, donc là, nous avons ce qu'on appelle un filtre. Donc, on le voit. Le régulateur, donc filtre F, R, régulateur, et L, lubrificateur. Donc là, vous voyez, vous avez un lubrificateur d'air, ce qui permet, si on a des gros verres en acier, de lubrifier, donc éviter l'usure prématurée de ceci. L'huile, le problème, c'est que l'air, quand on entre et qu'on sort un vérin, il faut bien qu'elle s'échappe quelque part. L'air, elle s'échappe dans l'air. Le problème, c'est que l'huile présente dans le lubrificateur pollue. Donc, il faut un circuit de recyclage des huiles. Pas très pratique. Du coup, généralement, maintenant, cette partie-là n'apparaît plus. Parce que des fois, les vérins sont en inox, tout ça. Donc, ceci n'apparaît plus. Nous avons plus que le filtre et le régulateur. Maintenant, c'est plutôt comme ça. Voilà. Ensuite, il faut une commande, hein, parce que il faut pouvoir rentrer, sortir le vérin et en fonction de ce qu'on souhaite. Donc pour ce faire, nous avons des distributeurs. Donc voilà, il y a de tous les types. Voilà à quoi ressemble un distributeur. Là par exemple, nous avons une commande manuelle. Par exemple, là, on pousse par là, ça sort le vérin, et on le ramène par là, ça rentre le vérin. Donc ça, c'est un distributeur à commande manuelle. Nous en avons par exemple des blocs. Bon, ça marche pas toujours, mais généralement, quand
distributeurs ils sont groupés comme ça, c'est ce qu'on appelle des distributeurs 3-2. Et puis quand il y en a un gros qui est comme ça, après c'est autre chose, ça peut être souvent un 4-2, mais bon, ça dépend. Hein. C'est juste un repère comme ça pour voir un petit peu près ce qu'on a à faire. Là par exemple, ça se pourrait que ce soit des 3-2, voilà. Après pour le savoir et en avoir la certitude, il faut bien comme dans tout, consulter les schémas. Là, nous avons par exemple un distributeur, nous allons compter le nombre d'orifices et le nombre de tiroirs. Donc là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on a 3 orifices, et 1 et 2 carrés. Donc c'est un distributeur 3, 2 celui-là. Voilà. À commande pneumatique. Parce que nous avons le triangle comme ça, et le triangle il est blanc. Quand on a un triangle noir, c'est en hydraulique. Voilà. Là, le triangle il est blanc, donc c'est à commande pneumatique. Donc c'est un distributeur à commande pneumatique. Mais nous en avons de toutes les sortes. Voilà, comme nous le dit ce schéma, qui veut... Ouais, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Comme nous le dit ce schéma, nous en avons de toutes les sortes. Bon, j'avouerai que celui-ci, je ne l'ai jamais rencontré. Hein. Le 2-1, il y a 2 orifices et puis il est tout seul. Enfin, on peut le rencontrer, mais bon, c'est pas l'essentiel. Là, c'est un 2-2. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, nous avons un 3-2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Là, c'est un 4-2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2. Là, c'est un 5-2. 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, pareil, et 2. Là, nous avons un vérin un petit peu plus particulier. 4-3. J'aime bien celui-ci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà. Nous verrons peut-être celui-là tout à l'heure. Je sais plus s'il est dans le schéma. Il est intéressant celui-là. Mais bon, il n'y a rien de compliqué. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Parce qu'il permet en fait, quand il est en position comme ça, de bloquer l'air. Donc par exemple, s'il y a un truc qu'il est... Bon, j'expliquerai tout à l'heure. Faut que... Je l'explique pas là, vous comprendrez pas. Vous comprendrez pas. Je l'expliquerai tout à l'heure. Là, nous avons un petit appareil. Donc là, je fais un peu le bilan des pièces utilisées. Qui s'appelle un silencieux, donc d'échappement. Là, il est en matière... je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Donc il y en a en d'autres matières. Et ben, en fait, quand il y a l'échappement d'air, ça fait beaucoup de bruit. Et avec un silencieux, ça permet largement d'atténuer le bruit. Parce que sinon, ça fait mal aux oreilles. Ensuite, les composants pneumatiques, nous avons les vérins. Donc là, on va voir les différents types de vérins. Il y a ceux qu'on appelle les vérins simple effet et les vérins double effet. Donc un vérin simple effet est dit par rappel ressort. Donc là, on voit qu'il y a un ressort ici. On voit qu'ici, on a un distributeur 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc un distributeur 3, 2. Là, par exemple, on n'injecte rien dans le vérin. Du coup, la tige, elle est au repos. Là, on voit que dans cette position, nous injectons de l'air, hop, et on pousse la tige du piston en sortie. Donc là, on comprime le ressort. Mais, quand on revient dans cette position-là, l'air qui est ici, on voit, elle se dirige vers l'échappement. Et avec la force du ressort, on repousse le piston comme ça vers l'intérieur en chassant l'air, donc qui va à l'échappement. Voilà. Ensuite, nous avons les distributeurs, les vérins à double effet. On voit double effet, il y a 2 orifices ici. Donc là, on voit que dans cette position, nous injectons de l'air sur ce côté-là de la tige, et donc nous faisons rentrer la tige du vérin. Et donc l'air qui est ici, elle va à l'échappement. Là, c'est l'inverse, tout simplement. Nous injectons... nous injectons de l'air de ce côté, ce qui pousse donc comme ça sur le piston, et on sort la tige du vérin. L'air ici va à l'échappement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc l'air ici va à l'échappement. Je voulais dire quelque chose. Un vérin, ça se voit plus en hydraulique, mais un vérin pneumatique qui doit pousser une grosse
charge en sortie, il a plus de force sur cette partie en poussant comme ça, en sortant la tige, qu'en rentrant la tige. Parce que ici, la surface d'appui est plus grande que de ce côté. Sauf que si on pousse une charge lourde, on a plus tendance à flamber la tige, c'est ce qu'on appelle le flambage. En gros, la tige, elle va faire ça. Elle va plier, si vous préférez. Donc, pour éviter ça, généralement, au lieu de pousser, on peut mettre le vérin qui tire. Ça évite parfois le flambage. Encore, il faut que le vérin ait la puissance de ce côté-là pour pouvoir tirer la charge. Une petite anecdote, voilà. Ensuite, nous avons les coussins d'air. Pour ceux qui connaissent un petit peu, par exemple, c'est les soufflets, en gros. C'est la suspension pneumatique d'un camion, par exemple. C'est un... voilà. On peut considérer comme un système de vérin, parce que si on injecte de l'air, on fait monter le camion, et si on chasse l'air, on fait descendre le camion. Voilà. Donc on peut faire un système de levée et de descente avec un soufflet. Ensuite, nous pouvons rencontrer également des vérins sans tige. Donc là, un vérin sans tige qui déplace un chariot, par exemple. Hein, voilà, un chariot. On voit des capteurs de fin de course magnétique. Nous verrons ça tout à l'heure, ce que c'est. Donc après, si vous avez des vidéos ou que vous voulez que je me pense plus sur un sujet d'après ce que vous avez vu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. La vidéo, ça me ferait plaisir de la réaliser en faisant au mieux. Là, je fais un peu en gros. S'il y a des trucs que vous ciblez, que vous voulez que je me penche dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, là, nous allons voir, avec l'air, on peut faire un truc vachement intéressant. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Alors, qu'est-ce que l'effet Venturi? Ah, ben, je vais prendre un exemple tout simple. C'est un peu le système de la cheminée de chez vous. Quand, si vous avez un bon tirage de cheminée, vous allez sentir chez vous l'aspiration au trou que vous mettez la buse. Bah, c'est un peu le même système que ça en fait, la cheminée. Pour faire un exemple concret, quoi. Ah purée, qu'est-ce qu'il fait? Oh, je veux pas ça, moi. Je vais l'ouvrir avec ça, c'est pas grave. Donc là, nous voyons, nous injectons de l'air ici. L'air, elle va tracer tout droit vers l'échappement. Mais l'air, en passant ici, elle va créer une dépression ici. Et donc, on va pouvoir prendre des objets, par exemple des cartons, sur les conditions de CD, par exemple, pour ceux qui connaissent ça, sur les conditions de CD, c'est un effet Venturi. C'est ce qui permet de prendre les CD pour les conditionner. C'est vachement pratique et vachement utilisé dans l'industrie, donc il est intéressant de savoir un petit peu sur les préhenseurs aussi d'ailleurs. Pour ceux qui voyaient ce que c'est un préhenseur, on utilise beaucoup ça. Un préhenseur, c'est ce qui est sur la condition de CD également. C'est ce qui permet de prendre les CD puis de les déplacer. Donc voici un préhenseur, enfin une partie de préhenseur. Et on a la ventouse ici qui fait l'effet Venturi. Donc qui permet de prendre des objets. Voilà. Je fais le tour de ce côté-là. Nous allons maintenant analyser un schéma pneumatique. Donc là voilà. Ah, là nous voyons le schéma d'un vérin sans tige. Voilà, vous voyez un vérin sans tige. Et ce qui est intéressant, on peut voir que ce schéma, ils ont ajouté ici, je sais pas si je vais pouvoir zoomer là-dessus. Voilà. Bon, c'est un peu flou, mais c'est pas grave. On peut voir que ici, on a comme deux rectangles ici sur le côté et une flèche qui part en travers, alors que là, on ne l'a pas ici. Donc ça correspond tout simplement à ce qu'on appelle un amortissement réglable. Nous avons un amortisseur ici et un amortisseur ici. Nous pouvons très bien, par exemple, en avoir un ici et pas un là. Ou un là et un pas ici, ou pas du tout, comme ici, vous voyez. Là, nous en avons de chaque côté, avec une possibilité de réglage de la dureté de l'amortisseur. Voilà, la flèche, elle signifie le réglage de l'amortisseur, en fait. Nous voyons ici deux composants, S10, S11, SE0, SE1. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement des capteurs magnétiques. Donc celui-ci s'allume quand la tige elle est ici, et celui-ci s'allume quand la tige est ici. Mais quand la tige elle s'en va, il s'éteint. Donc en fait, ça envoie un signal à l'automate pour savoir la position du vérin. Là, nous avons également un composant que nous n'avons pas vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un réducteur de débit unidirectionnel, RDU. Donc là, en fait, quand l'air, quand ici, quand là, on va injecter de l'air,
comme ça, on va pousser. L'air pour sortir, elle ne pourra pas prendre ce chemin, parce que ici on est un clapet anti-retour. Et l'air va passer ici. On peut voir un rétrécissement. Et on voit une flèche qui nous indique une possibilité de réglage. C'est ce qui permet de régler la vitesse de déplacement de la tige dans ce sens. Là c'est l'inverse. Nous réglons la vitesse de déplacement de tige dans ce sens, en réduisant l'échappement. On réduit le débit de l'air allant à l'échappement. Là c'est pareil, regardez, là on va injecter de l'air dans cette position, donc de ce côté-là, donc l'air, hop, comme ça. La tige elle va pousser par là, et elle va rentrer vite ou doucement en fonction du réglage qu'on va lui faire sur le RDU. Voilà. Là nous pouvons voir deux types de distributeurs. Ce sont les mêmes, c'est tous les deux des 1, 2, 3, 4, 5, 2. Voilà. Mais on peut voir qu'il y a des différences sur chaque. Nous avons ici deux symboles qui ressemblent vachement au symbole d'une bobine. Donc ça veut dire que c'est un distributeur ce qu'on appelle bistable. Donc ça veut dire qu'il faut le piloter pour changer le tiroir de côté. Donc si on le pilote ici, le tiroir il va se mettre ici. Si on pilote là, ce tiroir va se mettre là. C'est tout simple. Donc en fait il faut le piloter pour changer le déplacement. Donc là c'est un vérin linéaire, donc pour changer le déplacement, il faut piloter. Là nous avons ce qu'on appelle un vérin monostable, donc rappel par ressort. Donc en fait quand on va piloter la bobine, on va décaler là, et là on va sortir la tige du vérin. Mais dès que la bobine elle est plus pilotée, le rappel par ressort va systématiquement ramener le distributeur à ce tiroir, et donc rentrer la tige du vérin. Là nous avons également un composant qui s'appelle P2, on peut voir qu'il est réglable, parce qu'il y a le ressort, et puis le ressort qui indique une dureté, et la flèche qui indique un réglage. Donc nous voyons ici qu'il y a des contacts, donc c'est ce qu'on appelle un pressostat. Donc le pressostat mesure que le système est bien en pression. Donc si on peut régler la pression qu'on veut qui déclenche, quand la machine a la pression réglée ici, clac, le contact il va se fermer, on va envoyer un signal à l'automate pour dire qu'il y a bien une présence d'air dans le système. S'il n'y a pas présence d'air, le système ne démarrera pas par exemple. Voilà. Ensuite, nous avons tout simplement le distributeur général. On voit qu'il y a deux positions. Donc là, c'est l'échappement par exemple, et tout ça. On peut voir qu'il est commandé, c'est un monostable aussi. On peut voir que là, en fait, ça c'est une option mécanique qui permet de l'ouvrir manuellement et de le fermer manuellement. Et on peut même parfois y mettre un canal de consignation, donc pour consigner l'air de la machine. Oui, parce que consigner le pneumatique d'une machine est tout aussi important que le consigner électrique, parce que il peut y avoir des... Ça peut être dangereux aussi le pneumatique. Donc là, une fois qu'on a déverrouillé, et qu'on met la machine sous tension, tout ça, on va activer l'électrovanne, hop, qui va donc alimenter le système en air. Mais, par exemple, si on ouvrait un carter sur la machine, on est en monostop, donc si on ouvre un carter, on coupe l'alimentation de la bobine, donc le rappel par ressort, il met le tiroir systématiquement à l'échappement. Donc en fait, il purge la machine. Dès que la bobine est hors tension, le système pneumatique il se purge. Voilà, c'est une sécurité pour les machines. Donc tout à l'heure j'avais dit que je ferais voir quelque chose. Donc là c'est pareil, j'ai oublié. Donc les capteurs magnétiques que je vous avais fait voir tout à l'heure, qui détectent la position du vérin, les voici. Donc là c'est les plus courants, ceux-là qu'on met pour détecter, c'est des fins de course. On détecte la tige du vérin en fait. On peut le régler comme on veut, il n'y a pas de souci. Ensuite il y a des anciens modèles, mais qui sont toujours exploités dans certains cas, c'est des capteurs mécaniques. Donc en fait, quand la tige du vérin va pousser sur la molette, on va fermer le contact et on va envoyer un signal à l'automate. Voilà. Donc là on a un électrique et là on a un commande pneumatique. Donc on va envoyer un signal pneumatique. À savoir que les distributeurs ils peuvent fonctionner également en pilote pneumatique. C'est le cas par exemple dans l'industrie chimique.
ou qu'il y a un risque d'explosion ou d'incendie, la commande électrique c'est pas tip top. Donc quand c'est comme ça, on va plutôt mettre une commande pneumatique. Ensuite, devais vous montrer, mais ça j'ai pas d'image. Je devais vous montrer un distributeur 5.3 je crois, un truc comme ça. Voilà. Je voulais vous le montrer en circuit pour voir l'utilisation qu'on peut en faire. Un truc trop compliqué. J'ai ma pneumatique. Voilà. Voilà. Donc là, bon, je vais enregistrer. Voilà. Pneumatique. Donc je vais vous faire voir un petit peu l'utilité de ce distributeur. Je crois que normalement ça doit être ça. Voilà. Donc là nous voyons, bah, c'est pareil que tout à l'heure, mais on a une petite différence. Donc là nous retrouvons pareil, une électrovanne, un distributeur à commande monostable. Donc ça veut dire que dès que la bobine n'est plus alimentée, hop, le circuit va à l'échappement. Donc si c'est pas clair ou que vous voulez que je me penche sur un sujet, faire une vidéo précise sur un truc, n'hésitez pas, ça me ferait énormément plaisir de la réaliser. Là nous retrouvons les fins de course. Ensuite là nous voyons ce fameux distributeur. Voilà, donc là par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y ait deux bobines et deux ressorts, deux rappels par ressort. Donc ça veut dire que si on alimente cette bobine là, ce tiroir là va se mettre là. Donc dès qu'on ne l'alimente plus, le rappel par ressort, en fait, il va remettre le distributeur en position comme nous le voyons là. Si on alimente cette bobine là, ça va être ce tiroir qui va se mettre en place et donc nous allons piloter comme le tiroir le dit. Dès qu'on n'alimente plus cette bobine, le rappel par ressort va remettre en position centrale. La position centrale, en fait, elle sert, en fait, quand on regarde, là par exemple, s'il n'y a plus d'air dans le circuit, on peut prendre la tige du vérin, limite, et le rentrer et la sortir. Manuellement. S'il n'y a plus d'air dans le circuit, on peut faire ça avec la tige. Mais là, si jamais on est en position centrale et qu'il y a, par exemple, la tige elle est sortie à moitié, on ne pourra pas l'entrer ni la sortir, la tige du vérin. Et non, parce que regardez, il n'y a aucun échappement et aucune entrée d'air. Donc en réalité, on bloque l'air dans le vérin. On bloque le vérin en fait dans la position. Si par exemple la machine, l'électrovanne ici elle commande comme ça et qu'on est en train de sortir de la tige du vérin et qu'on ouvre un carter ou qu'on, je sais pas, qu'on coupe le courant, systématiquement les ressorts ils vont remettre en position centrale et donc le vérin, donc de la descente de la perceuse, il va rester bloqué en position qu'il était arrêté. Donc en fait on permet de bloquer. Ça peut être utile ça par exemple si on a un vérin, je sais pas, qui porte une charge. En cas de coupure, on le met en position centrale et ça évite qu'il il descend à fond en fait. Il reste en hauteur. Parce qu'un vérin vertical en fait, même par son propre poids, si on met l'air à l'échappement, la tige elle est tentée de descendre. Que si on met un distributeur comme ça, systématiquement il ne pourra pas descendre parce qu'on bloque l'air à l'intérieur, du coup l'air ne s'échappera pas. Voilà, c'est très intéressant ça. Donc voilà. C'était sur la pneumatique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'y répondrai. J'espère que la vidéo a été claire, que vous ayez compris. Pour ça, voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher des likes, ni vous abonner à la chaîne, ça fait toujours énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine.